Il y a eu un temps où l'on pouvait décrire l'univers en une seule phrase. Une pièce calme. Et nous, les seuls éveillés. La Terre, une exception. Le reste, du silence. Une partie de la science officielle tenait cette idée pour raisonnable. Elle tenait. Elle semblait même définitive. Puis le ciel a changé d'échelle. 4000 planètes ont été détectées autour d'autres étoiles. La NASA a estimé à 60 milliards le nombre de mondes capables d'abriter la vie, dans notre seule galaxie. Et le nombre de galaxies, qu'on croyait de l'ordre de 100 milliards, est passé à 2000 milliards. L'univers n'est plus une pièce calme. C'est un océan de mondes. Et pourtant, le silence ne s'est pas rempli. Aucune voix. Aucun signal. Rien. La question n'a fait que se préciser. Et devenir plus difficile à éviter. En 2017, l'éditeur Guy Trédaniel publie un livre qu'il présente comme « une grande première dans le dossier OVNI ». 40 ans de recherche de deux hommes, racontés sous forme de dialogue. Le premier, journaliste. Le second, Jean-Pierre Petit, physicien, ancien directeur de recherche au CNRS, bientôt octogénaire. Ils se connaissent depuis longtemps. En 1977, le journaliste avait déjà donné la parole à Petit dans un de ses ouvrages. 40 ans plus tard, la conversation reprend. Et le livre promet de montrer autre chose, le fonctionnement de la recherche française sur ce sujet. Les blocages immédiats qui accueillent toute étude OVNI. Les militaires en embuscade, en quête d'une arme. Ce n'est pas un livre de science-fiction. C'est un dialogue entre un journaliste et un physicien, sur un problème que la science officielle refuse de traiter. Et Petit, en 40 ans, n'a rien rangé. Dès le milieu des années 70, il avait montré qu'on pouvait voler au supersonique sans onde de choc, sans turbulence, sans bruit. Une étape. Aujourd'hui, il s'attaque à une étape plus difficile, les voyages entre les étoiles. 40 ans de travail. Et le même refus, têtu, de laisser le dossier s'éteindre. C'est une histoire qui commence comme beaucoup d'autres histoires impossibles, avec un mur. Et un homme qui refuse de le contourner. Le mur, c'est une simple distance. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Et la vitesse de la lumière est, en géométrie classique, strictement infranchissable. 300 000 km par seconde. C'est là où finissent les véhicules que la physique autorise. À un dixième de cette vitesse déjà une folie d'ingénieur, déjà le maximum que permettent les raisons énergétiques, l'aller-retour jusqu'à l'étoile voisine prendrait 80 ans. Toute une vie, dans une cabine. Cette distance, la communauté scientifique en a fait sa dernière ligne de défense. Tant qu'on ne franchit pas le chemin, les objets volants non identifiés restent impossibles. Et des objets impossibles, par définition, la science n'a pas à les expliquer. C'est le dernier verrou du dossier. Simple, solide, commode. Et pourtant, le phénomène ne rentre pas dans ce cadre. Depuis plus d'un demi-siècle, des centaines de milliers de témoins ont rapporté. Pilotes, contrôleurs, gendarmes, gens ordinaires. Les objets continuent d'être vus. Et la science continue de les ignorer. En 1995, deux astronomes suisses, Olivier Queloz et Michel Mayor, détectent la première planète autour d'une autre étoile, à 40 années-lumière. Le ciel n'est plus vide. Le silence s'explique de moins en moins par le vide. Le phénomène OVNI est un authentique problème scientifique. Pas une blague à balayer. Il dure depuis plus de 50 ans. Il accumule les témoignages. Et il résiste, année après année, au rangement. Le journaliste pose la question, et Petit répond. Première objection, la vitesse de la lumière est infranchissable. Comment un véhicule irait-il plus vite que la lumière? Petit admet l'évidence. En géométrie classique, dépasser 300 000 km par seconde, c'est une absurdité. Il n'y a rien à faire. Sauf à changer de géométrie. Et c'est là qu'un nom apparaît dans la conversation. Le nom d'un homme qui, 10 ans plus tôt, avait déjà ouvert la porte. Sakharov. Andreï Sakharov est d'abord connu pour une chose. L'arme thermonucléaire soviétique, la Tsar Bomba. 50 mégatonnes. La bombe la plus puissante qui n'ait jamais été testée. Sakharov en est le concepteur. Puis, en 1967, il arrête tout. Le physicien qui a conçu l'arme la plus puissante de l'histoire se tourne vers la cosmologie. Un virage à 180 degrés. Et dans ce virage,
il suggère une idée qui va traverser tout le livre, il existe deux univers. Un second, que Petit appellera l'univers jumeau, où la vitesse de la lumière serait bien plus élevée. Deux univers, séparés, mais en interaction. Pourquoi ce virage? Pourquoi maintenant? Le livre retient un texte. Le discours de réception du prix Nobel de Sakharov, lu en 1975 à Stockholm par sa compagne Elena Bonnet. Dans ce discours, Sakharov parle de civilisation plus sage, plus performante, disséminée dans l'espace infini. Il dit que le développement de l'univers se répète sur les pages suivantes et précédentes du livre de l'univers. Le journaliste trouve que ce texte interpelle. L'insistance sur la vie, et sur la vie intelligente, se lit comme un signal. Un homme qui a conçu la bombe la plus puissante de l'histoire s'arrête, tout à coup, pour parler de la vie intelligente. Ce n'est pas un hasard. Petit va plus loin. Dans ses phrases, il lit plus qu'une métaphore. Il pense que le virage de Sakharov, en 1967, a pu être provoqué par une expérience vécue. La clé de cette expérience serait dans le discours de 1975. Mais Sakharov meurt en 1989. La réponse ne viendra jamais. Il reste un physicien qui a tout arrêté pour se tourner vers la cosmologie, et qui est mort sans expliquer pourquoi. Le livre n'y voit pas une coïncidence. Et il y a un détail que le livre ne manque pas de souligner. En 1977, quand Petit publie ses premiers travaux, il ignore la cosmologie de Sakharov. Elle est écrite en russe. Deux chemins se sont croisés sans se connaître. Deux hommes, à des milliers de kilomètres, ont approché la même question sans se savoir. Cette année-là, 1977, Petit publie deux notes au compte-rendu de l'Académie des sciences de Paris. Elles sont présentées par l'académicien André Liknerovitch, mathématicien qui juge l'idée intéressante dès le départ. La première note, datée du 23 mai 1977, s'intitule « Univers énantiomorphe à temps propres opposés ». La seconde, datée du 6 juin 1977, s'intitule « Univers en interaction avec leur image dans le miroir du temps ». Deux notes. 2 semaines d'écart. Et un mathématicien de l'Académie qui prend l'idée au sérieux. La machinerie est là. Mais une question reste, et le journaliste la pose. Inverser une masse, ça évoque une énergie de l'ordre de mc². Évidemment ingérable. La réponse de Petit est mesurée. On ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Il existe des idées pour inverser avec une énergie bien plus faible, dans un contexte géométrique différent. Comparable à l'effet tunnel. En physique quantique, un neutron pénètre un noyau et provoque sa fission. En physique classique, c'est impossible. Et pourtant, ça arrive. La partie théorique n'est pas au point. Elle est conjecturale. Petit attend un modèle, et espère l'obtenir par un procédé technologique, dans un avenir proche. Il est convaincu que c'est à la portée des outils d'aujourd'hui contrairement à Michio Kaku, qui compte en millénaires. L'effet tunnel change la donne. Ce qui est interdit en géométrie classique devient possible dans une autre géométrie. La théorie, maintenant, est là. Mais elle n'est pas née dans un bureau. Pour comprendre d'où venait cette intuition, il faut remonter aux années 60. À un domaine qui avait alors le vent en poupe, et un nom de code, la MHD. Dans les années 60, la magnétohydrodynamique est le grand thème. Des milliers de chercheurs y travaillent. La Russie, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne construisent des réalisations imposantes. En France, le CEA monte un générateur appelé Tiffé, à Fontenay-aux-Roses. Mais il y a un problème. Les gaz qui alimentent les tuyères MHD n'ont pas une conductivité électrique suffisante, et elle dépend de leur température. Or, faire tourner une installation industrielle dont les éléments sont portés à 3000 degrés, la température du filament d'une lampe à incandescence, c'est au-delà de l'industriel. À la fin des années 60, tout s'arrête. Sauf à Marseille. À l'Institut de mécanique des fluides, Petit s'est heurté au même mur. Et il l'a franchi. L'astuce est d'une élégance simple. L'équipe utilise une rafale de gaz portée à 10 000 degrés mais une rafale de très courte durée, 50 millionièmes de seconde. Le gaz hyperbrûlant n'a pas le temps d'endommager les parois en plexiglas, ni les électrodes en cuivre rouge. Cela laissait rêveur les collègues. La photo du livre montre le générateur que Petit a construit dans les années 60. L'installation TCE8. On la considère comme un simple simulateur.
Mais elle a fait apparaître un phénomène. Théoriquement prévisible, il n'avait encore été vu par personne, quand l'extraction de puissance est très intense et ils sont les seuls au monde à opérer dans de telles conditions, avec une tuyère MHD grosse comme une canette de bière, ils produisent 2 mégawatts électriques. Le gaz d'essai est si violemment ralenti qu'une onde de choc se forme à l'entrée de la tuyère. Une onde de choc créée par un champ de forces électromagnétiques. En 1975, quand Petit commence à s'intéresser activement au phénomène OVNI, il se souvient soudain de cette expérience. 10 ans plus tôt, il avait utilisé un tube à choc, une sorte de soufflerie à rafale chaude, produisant un jet supersonique à 10 000 degrés. Et il inverse le raisonnement. Si on peut créer des ondes de choc avec la MHD, alors on doit pouvoir, avec ces mêmes forces de Laplace, les empêcher de se former. C'est le début d'une bataille de 10 années. Et d'une conclusion diamétralement opposée à celle du célèbre rapport Condon, aux États-Unis, qui déclare le sujet OVNI dénué de tout intérêt scientifique. En 1976, l'idée se vérifie dans l'eau. Une expérience d'analogie hydraulique, réussie, on supprime la vague d'étrave devant une maquette. Et, en prime, le sillage turbulent. Dès cette première année. Le détail qui compte, le bang supersonique, c'est la vague d'étrave d'un navire. L'onde de choc d'un ovni en haut supersonique n'aurait pas cassé les vitres. Elle aurait effondré les toitures. Les témoins n'entendent rien. Tout s'explique. Petit commence à en parler. À qui veut l'entendre? Y compris aux journalistes, dans les colonnes d'un livre à venir. Et là, la machine se met en marche. Un spécialiste des ondes de choc, représentant du CNRS, vient le voir à son domicile. Le livre l'appelle C. Un jour, il lui transmet ce que la commission souhaite, en employant une expression qui va peut-être te paraître un peu crue. On veut que tu épluches des patates. Je m'explique, tu te prends une petite photo de galaxie, tu fais un petit calcul, une petite publication, et tout rentre dans l'ordre. Et tu laisses tomber cette idée absurde d'annihilation d'ondes de choc. Le journaliste résumera la formule, c'est soit médiocre et tout ira bien. La bataille, en réalité, tient en un mot. L'armée. Les militaires voyaient dans cette évolution supersonique sans onde de choc la préfiguration d'un missile de croisière supersonique. Pour moi, c'était un ovni. On ne parlait pas de la même chose. Ils veulent récupérer le savoir-faire de Petit pour le gérer eux-mêmes. Un personnage que le livre appelle P, go-between entre Petit et l'armée, a annoncé d'entrée de jeu, à l'astronome Pierre Guérin, tôt ou tard, Petit devra être écarté des recherches, à cause du contexte. 3 tentatives successives de récupération, en 10 années. Toutes foirées. La MHD, c'est quasiment un article. Ça ne marche pas quand on y colle des ingénieurs militaires, fussent-ils polytechniciens. Petit avait tout calculé. Ces expériences fonctionnent toujours au premier essai. Ce n'est pas qu'une question d'homme. C'est un système. Avec en tête le CNRS, le CNES, et l'armée derrière. C'est à cause de ces trois-là que des projets scientifiques ont été complètement, définitivement foirés. La bataille de la MHD française a duré de 1976 à 1986. 10 ans. Si ces institutions ne s'étaient pas mises en travers, cette théorie serait aujourd'hui enseignée à Supaéro, l'école dont Petit est issu. Au lieu de cela, la France est, complètement dans les choux, dans un retard, totalement irrattrapable. Quand il comprend que c'est fichu, il se reconvertit en cosmologie. Le titre de gloire du CNRS, son employeur, n'a été que de le priver de crédit pendant 30 ans. J'ai été puni. Les ruptures ne s'arrêtent pas là. Au début des années 70, Petit est correspondant régulier de la revue Science et Vie. Le rédacteur est Philippe Cousin, le rédacteur en chef adjoint, Gérald Messadier. Puis il y a un article qui fait la couverture de la revue. Le magazine doit procéder à un retirage dans l'urgence, parce que les lecteurs se sont rués sur le numéro. Le journaliste se souvient du titre en première page, « Un moteur à plasma pour OVNI ». Petit croit que la rédaction s'est enthousiasmée. L'OVNI sort du fantasme pour mettre un pied dans les sciences et les techniques. Ça n'a pris que quelques mois. Tous lui tournent le dos. Les uns après les autres. Sans la moindre explication. Cela ressemble à une réaction irrationnelle, profonde. Même phénomène chez les scientifiques. Sauf chez des gens comme Licknerowicz, comme Souriau, comme Grothendieck. Et pourtant, il y avait eu Avery Schatzman. L'astrophysicien, académicien, convaincu par ses résultats en dynamique galactique,
avait accepté de présider sa thèse de doctorat, soutenue en 1972. Un geste de soutien sans équivoque. Ce geste, Schatzmann va le retirer. Publiquement. Et bruyamment. En 1976, Petit a imaginé un système de propulsion MHD pour aérodynes discoïdaux. Avec son ami Maurice Vitton, il a bricolé une expérience montrant qu'on pouvait annihiler la turbulence de sillage derrière un cylindre. Pour le film en 16 mm, Maurice a opéré dans sa cuisine, à Aubagne. À l'invitation de l'astronome Pierre Guérin, Petit monte à l'observatoire de Meudon. Il projette le film. Il expose l'idée que le phénomène ovni a partie liée avec la physique. Schatzmann est présent. Après l'exposé, Petit va le rejoindre dans son bureau. Il espère discuter. Il tombe sur un visage fermé. Un regard dur. Impossible de lui tirer un mot. Schatzmann est alors président de l'Union rationaliste. Il s'est donné pour mission de pourfendre l'imposture et l'illusion. Et le phénomène ovni en fait partie. Dans ses conférences, partout en France, il l'explique simplement, les ovnis ne peuvent pas être des machines volantes. À des allures apparemment supersoniques, elles auraient dû engendrer un bang très puissant. Les témoins n'entendent rien. Donc ces machines ne peuvent pas exister. À Grenoble, un spectateur l'interroge sur la publication que Petit vient de faire à l'Académie des sciences, grâce à Licknerowicz. Schatzmann répond avec moquerie. Cette idée d'aérodyne MHD me fait penser à l'histoire du baron de Munchausen, qui, s'étant embourbé avec sa jument dans un marais, l'en avait dégagé, tout en restant assis sur celle-ci, en tirant simplement sur la crinière de sa monture. Le travail de Petit s'en trouve publiquement discrédité. Ne parvenant pas à faire revenir Schatzmann sur ses propos, il demande un droit de réponse devant l'Assemblée. L'Union rationaliste tient bientôt ses assises annuelles à Annecy. Les organisateurs objectent que la réunion est réservée aux membres. Petit demande alors à adhérer. Le journaliste s'étonne, non. Vous avez été membre de l'Union rationaliste. À cette occasion. À Annecy, Schatzmann l'attend devant un tableau noir, une craie à la main. Mais il ne s'attend pas à ce qui lui a été préparé. Vitton a placé dans un aquarium, empli d'eau acidulée pour la rendre plus conductrice, une petite poupée représentant le baron de Munchausen. Le corps du cheval a été remplacé par un aimant. Les éperons, par des électrodes. Quand on branche le courant, le baron sort de l'onde. Petit dit à Schatzmann, si ce que vous avez dit à Grenoble est vrai, alors cette expérience ne peut pas marcher. Là, il le met échec et mat. Schatzmann devient blême. J'avoue que j'ai été léger dans mes déclarations à Grenoble. Puis tout devient très confus. Petit est allongé sur un brancard, incapable de se tenir debout. Quelques mois plus tôt, un accident de travail, un électroaimant de 250 kg, brisant son élingue, lui a brisé le dos. On a dû l'amener à Annecy en ambulance. Vitton lui dit, à l'oreille, tu sais, si on avait été au Moyen Âge, on serait déjà dans la cour, en train de brûler, le corps enduit de poids. C'est là que Petit comprend. Ce sujet soulève une tempête née de mécanismes qui n'ont rien de rationnel. C'est le début de quelque chose qui durera 40 ans. Au CNRS, on a maintes fois tenté de le mettre au pas. Une année, on lui colle le noméaire. Un polytechnicien très en vue, très ambitieux, qui produit chaque année un rapport sur ce que Petit fait. La première année, lors des assises de la commission, lâche, il n'y a rien, que du vent. L'année suivante, son rapport d'activité ne contient qu'une suite de petits dessins. Des travaux sur le retournement de la sphère, réalisés avec un mathématicien aveugle, leader dans ce domaine. Tollé. On confond, dit-on, recherche scientifique et bande dessinée. La commission vérifie. Elle interroge le mathématicien américain Anthony Phillips, qui valide le travail. R est informé. Et il téléphone à Petit. Bon, voilà ce qui a été décidé. Tu pourras faire ce que bon te semblera. Mais tu ne passeras jamais directeur de recherche. Le monde scientifique a tiré sa ligne. Mais le phénomène n'attendait personne. Plus les années passaient, plus les témoins devenaient crédibles. Dans les années 70, le pilote d'hélicoptère Daniel Michaud est doublé, à une vitesse phénoménale, par un engin en forme de cigare, gros comme un zeppelin. Jacques Crine, pilote de Mirage 3, réalise avec son ailier une observation sans équivoque. Plus tard, il dira « Nous avons été observés par un ovni lors d'une mission d'interception, de nuit ». Le 22 septembre 2006,
les internautes peuvent voir la scène. Edmarie Stéphanie Piper, membre de l'équipage de la navette américaine, mission STS-115, s'évanouit par 2 fois devant les caméras. Desquelles parle de l'OVNI venu inspecter son travail lors d'une sortie extravéhiculaire, du 9 au 21 septembre. En juillet 2011, une pilote de chasse russe, Marina Popovitch, épouse de Pavel Popovitch, livre un témoignage similaire. Le pic, c'est la vague belge de 1989 à 1991. Elle défie la chronique. Les témoins se comptent par milliers. La force aérienne belge dépêche 2 F-16. Il se livre à une course-poursuite enregistrée sur le radar de bord, une évolution supersonique, en basse altitude, silencieuse selon les témoins au sol. Il a suffi qu'un type avoue que le document allégué était un faux, la photographie du petit rechin, pour que tout le reste parte à la trappe. Côté français, il y avait le GEPAN pour recevoir tout cela. Une émanation du CNES, créée en 1977, qui collecte des rapports d'observation dressés par des gendarmes. Les 6000 rapports collectés sont totalement exempts de toute information exploitable. Le GEPAN est, dit Petit, un anesthésique, un tranquillisant. Il peut continuer d'exister, en tant qu'agréable sinécure, s'il ne fait pas de vagues. Sa principale contribution, l'invention de l'acronyme PAN, phénomènes aériens non identifiés, destiné à remplacer celui d'OVNI. Le général qui l'a créé, Sillard, s'est battu pour ce service. Puis, à la retraite, pour le sortir de sa torpeur. Sans grande marge de manœuvre. Au téléphone, il a dit à la journaliste Clémence de la Roberti, ce GEPAN, il n'en sortira jamais rien. Elle s'en veut de ne pas l'avoir enregistré. Un pilote de chasse, basé à Orange, se présente chez le commandant de la base après un spectaculaire chassé-croisé avec un OVNI. On l'accueille assez sèchement, prenez quelques jours de permission, si vous avez besoin de cela pour vous remettre de vos émotions. Mais sachez que, maintenant, on ne fait plus de rapport sur ces choses-là. Si on insiste, arrêtez d'agiter ces questions. Vous nous emmerdez avec tout cela. Vous dérangez le jeu politique, scientifique. Partout, ce sont les militaires qui mènent le jeu. Chacun a créé un service équivalent au GEPAN. Tous sont sous la coupe de l'armée. Pourtant, en 1999, un groupe d'officiers supérieurs a tenté de percer. COMETA, Comité d'études approfondies, est une association constituée en 1996, présidée par l'ancien général d'aviation Denis Letty. Ses membres viennent de l'Institut des hautes études de la défense nationale, parmi eux, André Lebeau, ancien président du CNES. Le groupe remet en main propre, au président Chirac et au Premier ministre Lionel Jospin, un rapport de 90 pages, les ovnis et la défense, à quoi devons-nous nous préparer? Le rapport conclut à la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement inconnus. Au vu des prouesses mesurées des ovnis, l'hypothèse extraterrestre paraît aux auteurs la plus probable. La presse a été dévastatrice. L'Express, délirant. Libération, ovni, soit qui mal y pense. Le canard enchaîné, frappe chirurgicale contre les martiens. Au mieux, une gentille dérision. Et il n'y avait aucun physicien digne de ce nom dans leur entourage. Une phrase du rapport, personne n'ayant jamais vu ou entendu fonctionner un système de refroidissement sur un ovni, il est possible que ces machines n'aient été conçues que pour un fonctionnement de brève durée. Un physicien n'écrirait pas cela. Sur le plan scientifique, le rapport est vide. Ces militaires livrent leur intime conviction, inquiets d'une avance américaine en matière d'armement. Le rapport se termine en queue de poisson, accroître le budget du CEPRA, successeur du GEPAN. Formé de 2 personnes. Un technicien en optique et une secrétaire. Pour les officiers qui se sont mouillés, c'est un désastre. COMETA est en sommeil depuis 2006. Et Letty en est sorti complètement écœuré. Le phénomène revêt des couleurs différentes selon les continents, comme si différentes ethnies s'étaient attribuées des territoires d'expérience. Aux États-Unis, les abductions, la célèbre série Taken de Steven Spielberg et les mutilations de bétail. En Espagne, l'affaire Humo. En Angleterre, les crop circles. Chaque continent a ses récits. Et tous convergent vers le même point, quelqu'un, quelque part, sait. À la télévision, 2 émissions seulement ont fait date. La première a été animée par le journaliste Damien Amouchi, pour la chaîne C8. Petit, réticent après 3 décennies de « cirque lamentable », le dernier animé par Stéphane Bern a donné son accord à condition de pouvoir donner des directives. Il a conseillé d'inviter des témoins crédibles, Michaud, Crine, d'anciens militaires, et le contre-amiral Gilles Pinon.
L'émission a fait un bon score. Gilles Pinon est mort peu après. D'une crise cardiaque, à un péage d'autoroute, sans antécédent connu. Et Amouchi est, depuis, injoignable. Quelques années plus tard, la jeune journaliste Clémence de la Roberty produit, pour la chaîne Planète, les ovnis et le pouvoir. On y voit un homme, toujours filmé de dos, qui déclare que le sujet ovni lui a attiré beaucoup de désagréments. Un personnage qui, selon Clémence, existe vraiment et tient son propre rôle. Un jeune journaliste, interviewé, avoue avoir reçu des menaces. Le reportage montre les enquêtes du GEPAN menées, par-dessus la jambe. Des témoignages de pilotes, témoins fiables, classés au rayon des lasers de boîtes de nuit sur des nuages. L'émission se termine par l'ex-ministre de la Recherche, ex-astronaute Claudie Hénuré, qui esquive les questions, avec l'impression que le sujet l'ennuie profondément. Clémence de la Roberty a été promptement priée de ne plus produire de telles enquêtes, sous peine de compromettre sa carrière. Pendant ce temps, la France construisait un avenir que Petit jugeait aberrant. Les déchets nucléaires contiennent beaucoup de matière plastique. Elles se décomposent sous les radiations à la radiolyse avec une production d'hydrogène inévitable. À Bure, en Champagne-Ardenne, on envisage de ventiler pendant des siècles. 5% d'hydrogène dans l'air suffisent à rendre le mélange inflammable. Sans ventilation, les incendies détruiraient les containers et libéreraient les produits radioactifs. Les Allemands ont tenté la mine de sel d'As. Les experts géologues avaient juré que ce filon n'avait pas bougé depuis des millénaires. Des fissures, des infiltrations d'eau. Il faudra une fortune pour récupérer des bidons éventrés dans des galeries inaccessibles. En janvier 2016, un homme est mort dans un effondrement, au bout du tunnel creusé à Bure, pour le projet CIGEO. Et le PR met en lumière deux soi-disant progrès, un récupérateur de corium en cas de fusion du cœur, et une double enceinte de confinement. À Tchernobyl comme à Fukushima, 2 réacteurs ont explosé, envoyant des masses énormes de béton à des hauteurs impressionnantes. Quant à IT, la machine à vapeur du 3e millénaire. Si la fusion a un avenir, ce sera de manière impulsive, via un système dérivé de la Z-machine. Et le fil rejoint ici l'OVNI. Fermi, co-créateur de la bombe atomique, ne comprenait pas pourquoi, si les extraterrestres étaient présents, ils ne se manifestaient pas immédiatement. Le paradoxe de Fermi. Petit suggère une réponse, la synthèse d'antimatière, comme source d'énergie des ovnis, qui n'emportent pas de carburant. Il y a un indice. Quand un ovni se crache, cela ne génère pas d'explosion gigantesque. Contrairement à un bombardier BL-52 qui percute le sol. La désinformation, elle, a un visage. Il ne faut pas oublier que, pour dégonfler la vague belge, les Américains ont grillé leur avion furtif, le F-117A. Tout le monde ignorait son existence, avant que Science et Vie ne mettent sa photo en couverture, avec en grosses lettres, l'OVNI, c'est lui. Un article signé par le journaliste aéronautique Bernard Touanel. Les lumières en triangle, selon l'article, étaient ses phares d'atterrissage. Petit a contre-attaqué chez Poivre d'Arvor, avec une maquette de l'appareil qu'il avait lui-même réalisé, ayant percé tous ses secrets. Poivre a fait signe à son cadreur de « serrer » sur la maquette. Il avait tout compris de la furtivité de l'appareil, notamment sa tuyère en bec de canard, qui dilue les gaz et réduit la signature thermique. Du coup, cela ne cadrait plus du tout avec les observations des gendarmes belges, qui parlaient de vols stationnaires, silencieux. Une revue américaine indiquait que le F-117A ne faisait pas plus de bruit qu'un petit biréacteur d'affaires, or, à basse altitude, ces appareils sont loin d'être silencieux. Même mécanisme, en Arizona, en mars 1997. Phoenix est survolé par un ovni immense. Désinformation immédiate, par la bouche du gouverneur. Qui avouera 10 années plus tard qu'il avait lui-même été témoin du phénomène, que cela ne pouvait pas être des feux de balisage, et qu'il avait lui-même mené cette opération de désinformation, par crainte que cela ne provoque la panique dans la population. Ceux qui insistent sont avertis. En 1991, Petit a reçu des menaces téléphoniques. D'une voix doucereuse, vous commencez à déranger des gens puissants. Je vous avertis. Le journaliste lui rappelle que son livre est devenu un best-seller. Petit répond que la création du service du CNES a détourné l'attention. Et que P l'a incité à se retirer de la scène médiatique, avec une phrase. Plus vous serez discret, plus on pourra vous aider. Il a fallu des années pour comprendre en quoi consistait cette aide. Cette aide, il a fallu des années pour la comprendre. Mais un nom tranche avec tous les autres.
Le nom d'un homme que Petit présente comme l'équivalent d'Einstein sauf que c'est dans les mathématiques. Grothendieck. Alexandre Grothendieck, l'un des mathématiciens les plus importants du XXe siècle. Il n'a pas seulement développé la géométrie algébrique, il l'a fondée. Et selon son fils Mathieu, créer en mathématiques lui était aussi indispensable que de respirer. Né en 1928, il a une enfance qui ressemble à un roman. Son père, Sacha Shapiro, est un militant anarchiste ukrainien et juif, participant à la révolution russe de 1917. Sa mère, Anka, est protestante, et Alexandre n'est pas le fils biologique de Sacha. Dans les années 30, la famille vit en Allemagne, puis fuit le nazisme pour la France, puis l'Espagne, pour soutenir la révolution espagnole. Le jeune Alexandre est confié à un pasteur luthérien anti-nazi à Hambourg. En 1939, il retrouve ses parents à Paris. Son père est interné à Drancy, puis dirigé vers Auschwitz en 1942, où il meurt. De 1942 à 1944, Alexandre est séparé de sa mère et caché dans une pension. À la fin de la guerre, après son bac, il la retrouve. Ils vivent à Montpellier de sa bourse d'études et des ménages qu'elle fait. Il s'inscrit en mathématiques à la faculté de Montpellier. Et il préfère créer des maths plutôt que suivre des cours. Voyant qu'il ne rentre dans aucune case, ses professeurs le dirigent vers les sommités françaises, Élie Cartan, Laurent Schwartz et Jean Dieudonné. Entre 20 et 23 ans, il résout 14 questions sur lesquelles ceux-ci avaient buté. L'équivalent de 6 thèses de doctorat. Sa situation d'apatride l'empêche d'accéder à la fonction publique, et à un poste de professeur. Il faudrait qu'il fasse le service militaire pour devenir français. Il refuse. Je préférerais être fusillé que de porter un uniforme. Petit y voit des similitudes de destin. Son propre père a combattu pendant la guerre d'Espagne, dans le camp franquiste, et a disparu pendant la guerre. C'est un maran issu d'une famille catholique bigote, nommé Lévy. Pendant la guerre, sa mère falsifie son état civil. Il ignore le nom de son père jusqu'à son adolescence, et découvre que Jean-Pierre Petit est un nom inexistant, lors d'un recensement à sa mairie de naissance. Il récupérera son véritable patronyme de Lévy en entrant à Supaéro. Les points communs avec Grothendieck sont ailleurs. Idéaliste, de gauche. Grothendieck, écologiste militant très tôt. Petit, antinucléaire, sans illusion sur le sens moral des scientifiques. Avant de connaître Petit, Grothendieck considérait que le sujet OVNI ne méritait pas qu'on s'y intéresse. Il a changé d'avis après de longues discussions. Et en 1988, il a accepté de parrainer l'association Gesto. Le groupe d'études scientifiques des traces liées au phénomène OVNI. Le nom initial posait un problème, l'acronyme donnait Gestapo. Trop tard pour changer. On a contracté en Gesto. 27 ans plus tard, Petit ressort cette lettre manuscrite d'Alexandre Grothendieck, parrainant une association vouée à l'étude des ovnis. Le journaliste souligne l'incroyable. Un des amphithéâtres de l'Institut des hautes études scientifiques de Bure-sur-Yvette porte son nom. Souriau a travaillé 20 ans avec lui. Et le CNRS, pendant ce temps, a considéré Petit comme un malade mental. Petit répond que ça va plus loin. Son dossier au CNRS, épais de 10 bons centimètres, contient une liste interminable de projets de recherche détaillés et chiffrés, restés sans réponse. En 1978, le premier logiciel de conception assisté par ordinateur. Alors que Petit venait de fonder et de diriger le premier département de micro-informatique de la faculté des lettres d'Aix. Le listing imprimé mesurait 30 mètres de long. Sous sa version screen, Petit en a vendu 2500 exemplaires par correspondance. Il a même proposé au musée de la Villette une salle avec des Apple en batterie. Après la démonstration, un collègue chercheur, ton drame, Jean-Pierre, c'est que tu n'es pas assez cher. Fin des années 70, Petit dote un Apple II d'une carte mémoire qui multiplie par 8 la mémoire du micro, et enchaîne à l'écran des images précalculées. Il est passé sur TF1 pour montrer cela. Les spécialistes se demandaient comment un Apple calculait si vite 20 minutes de calcul par image. Le directeur général du CNRS, ayant vu le passage, demande contact. Un type est chargé de créer une unité de micro-informatique au CNRS. Petit lui envoie la disquette avec son logiciel. À l'arrivée, il trouve un bureau vide. Et l'homme excuse sa secrétaire, malade. Il ne connaît rien à la programmation ni au micro, un administratif, un de plus. Aucune suite. Au ministère, même réception. Madeleine,
alors ministre de la Recherche et de l'Industrie, invite la douzaine de pionniers de la micro-informatique, dont Petit. La démonstration du logiciel Screen le laisse de marbre. Il sort, un baratin de ministre. Petit est resté seul à emballer son matériel, avec l'attaché ministériel. Dans le dossier, il y a mieux. Un échange de courrier entre la direction générale du CNRS et un expert nord-américain en mécanique des fluides, sollicité pour donner son avis sur les activités de Petit. L'expert note la grande variété des domaines abordés. Puis il écrit « Je ne vois aucune bizarrerie dans tout cela. Ce type me paraît avoir toute sa tête. » Le CNRS, confronté à l'idée de vol supersonique sans onde de choc, avait demandé à cet expert si Petit n'était pas devenu fou. Et le directeur général du CNRS, questionné par Petit, avait répondu « Petit ? C'est un fou. » Petit en conclut qu'il y a plusieurs façons d'être qualifié de fou. Et que Grothendieck, lui, refusait de collaborer avec l'armée. Grothendieck était devenu la vedette incontournable de l'IS. L'IS a été fondée en 1958 par le mathématicien Léon Mottchan, sur le modèle du célèbre Institute for Advanced Study de Princeton. Avec Dieudonné, Grothendieck en fut un des premiers professeurs, et sa vedette pendant 10 ans. Les archives montrent que l'armée y a opéré une entrée discrète, en fournissant 3% du budget. Grothendieck découvre ce financement et entre dans une rage folle. Tant que je serai à l'IS, l'armée n'y posera jamais un orteil. Le lendemain, un vote est soumis aux chercheurs. Une majorité approuve l'accueil du premier crédit de l'armée. Grothendieck ne dit pas un mot, le visage glacial. Il rassemble quelques affaires et quitte l'IS. Une délégation de chercheurs se rend à son domicile. L'appartement est vide. Une pancarte, à louer, à la porte. Il a tout vidé, soldé le loyer, et est parti. Petit y voit l'attitude d'un homme sans concession, qui connaissait trop bien le grand flirt empoisonné liant la recherche dite fondamentale et l'armée, depuis la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, la recherche fondamentale se revendiquait comme une recherche de la connaissance. À la veille du conflit, l'Angleterre, inquiète des armes allemandes, demandait aux savants des idées pour la défense du pays. Rutherford, découvreur de l'atome, rétorquait « Nous n'avons que faire de vos querelles entre pays. Pour ce que vous évoquez, voyez vos ingénieurs. » Après son abandon de l'IS, on a tenté de récupérer Grothendieck en lui offrant un poste de professeur au Collège de France. Au lieu d'enseigner les mathématiques, il s'est lancé dans une diatribe violente contre le monde de la recherche, dénonçant sa collusion avec la grande finance et l'armée. Au moment du renouvellement de son affectation, une majorité des membres du collège s'y est opposée, un fait unique dans cette institution. Les honneurs, il les refusait un par un. La médaille Fields, en 1966, il refuse de se rendre en URSS pour la recevoir. Le Vietnam, il s'y rend en 1967. Prague, en 1968, au moment où les Tchèques se révoltent contre les Russes. En 1988, il refuse le prix Crafoord, attribué avec le français Pierre Deligne, sa part se montant à $250 000. Disant que son salaire de chercheur suffit largement à ses besoins. Après ce dernier éclat, personne n'a plus osé le couvrir d'honneur de son vivant. De crainte d'une lettre de dénonciation cinglante. Et Grothendieck, lui, disait en riant « On n'a même pas compris le quart de ce que j'ai produit en mathématiques. » Le qualificatif d'idéaliste est aujourd'hui empreint de dérision. Petit le revendique. Et Grothendieck en était un aussi. Seule une forme d'idéalisme peut sauver cette fichue planète. Le message central du livre. Et la raison pour laquelle Grothendieck a accepté le parrainage. Quand les scientifiques français découvriront la lettre de Grothendieck dans le manuscrit, ils diront soit que c'est un faux, soit un moment d'égarement. Petit a gardé secret le lieu de la retraite de Grothendieck, jusqu'à son décès, en 2014. Il y a un autre nom, dans le cercle des grands noms qui ont compté pour Petit. Jean-Marc Souriau. Petit et Souriau étaient voisins. Ils habitaient tous les deux Aix-en-Provence. Souriau était, une complète exception, le seul scientifique à la fois mathématicien qui laisse son nom dans l'histoire des sciences, et excellent physicien. Avec l'américain Bertram Costan et le russe Alexandre Kirillov, Souriau a créé une nouvelle mathématique, la géométrie symplectique, d'une abstraction vertigineuse. Sa formule, un peu d'abstraction éloigne du réel, beaucoup y ramène. Cette géométrie permet de donner une interprétation physique à l'inversion du temps, c'est l'inversion de l'énergie et de la masse. Souriau publie cette conclusion en 1970, dans un livre. Ce n'est qu'en 2010, 40 ans plus tard,
que les observations astronomiques montrent l'existence d'une énergie négative, l'énergie noire. Cette énergie négative est issue de masse négative, dit petit. Avant d'en arriver là, il faut montrer que la physique du temps présent est en panne. Le NIF, 192 lasers d'1 TW chacun. Une installation grande comme un terrain de football. 5 milliards de dollars. Et une énergie 50 fois trop faible. Petit a vu de ses yeux, en 1976, à Livermore, à l'installation Janus, un laser de plus de 100 litres de volume, réduit en fragments de la taille d'un morceau de sucre. Souriau avait un mot pour cette physique, une physique sans expérience et une mathématique sans rigueur. Ça lui a créé un grand nombre d'ennemis. Une vidéo montrait Carlo Rovelli, chef de file de la gravitation à boucle, face à un jeune chercheur en supercorde qui décrit son désarroi. Rovelli répond avec un grand rire. « N'ayez pas de complexe, mon cher. Dans notre domaine, c'est la même chose. Nous non plus, nous ne prévoyons rien, ni n'expliquons rien. Reste la question des énergies négatives, que la théorie quantique des champs rejette, sans aucune justification. Le prix Nobel Steven Weinberg, l'un de ses créateurs, les élimine d'emblée dans la « Bible de la théorie quantique des champs ». On éliminera ces états d'énergie négative, car on n'a jamais fait une observation qui mériterait qu'on s'y attarde. C'est le cas dans toutes les éditions de son livre. Y compris celle de 2005, avant la découverte de l'accélération cosmique. À la fin des années 70, la cosmologie officielle est entièrement fondée sur les modèles de Friedman. Dans les années 20, Edwin Hubble a découvert que l'univers est en expansion. À la même époque, le Russe Alexandre Friedman produisait des solutions de l'équation d'Einstein pour modéliser ce phénomène. Le principe, l'univers est une sorte de grenade qui a explosé, dont les débris sont attirés les uns vers les autres par la gravitation, qui s'oppose à l'expansion. Le choix dépendait de la densité moyenne de l'univers, comparée à une valeur critique de 10 puissance moins 29 grammes par centimètre cube. En pesant galaxies et matière intergalactique, on a trouvé une valeur inférieure, au moins d'un facteur 10. Et c'est encore le chiffre d'aujourd'hui. Les observations de la fin de 2010 ont donné le coup de grâce, l'expansion s'accélère. Découverte qui a valu le prix Nobel en 2011 à Saul Perlmutter et 2 autres scientifiques. Or la gravité ne peut que freiner. Qu'est-ce qui explique cette accélération? On n'en sait strictement rien. Les scientifiques ont quand même introduit un terme dans l'équation d'Einstein, la constante cosmologique, associée à un mystérieux pouvoir répulsif du vide. Avant que Torricelli n'ait inventé, au XVIIe siècle, la pression barométrique, on imputait à l'horreur du vide le fait que le mercure, dans un tube fermé, ne monte jamais au-dessus de 76 cm alors que c'est la pression atmosphérique qui le pousse par en bas. En cosmologie, on en est là. Quand on se met à expliquer des phénomènes à l'aide de mots, totalement vides de contenu, c'est mauvais signe. Dans une émission d'Arte sur l'énergie noire, on voit Perlmutter, au volant de sa voiture, dire « On m'a donné, en 2011, le prix Nobel pour avoir montré que l'univers accélérait, et on ne sait pas à quoi c'est dû. » Le journaliste « Mais vous, vous le savez ?» Petit, la présence de masses négatives dans l'univers. Les masses négatives sont rejetées aussitôt par le modèle einsteinien. Le calcul a été fait au milieu des années 50 par le cosmologiste Hermann Bondi, dans un article publié en 1957. Le résultat est extrêmement gênant. Les masses négatives repoussent tout, et les masses positives attirent tout. Si une masse positive et une masse négative se rencontrent, la positive s'enfuit, poursuivie par la négative. Et toutes les deux accélèrent uniformément. Tout cela est ingérable, et le modèle sombre dans l'absurde. On a abandonné l'idée de mettre des masses négatives dans l'univers. Pendant une 60aine d'années. Jusqu'au premier article de Petit dans Astrophysique and Space Science, en 2014. Petit, avec une équation de champ, effectivement, rien à faire. Il en faut 2. L'équation d'Einstein n'est que l'une des 2 équations proposées dès 1994, publiées dans la revue italienne de haut niveau Nuovo Cimento. Celle du haut, l'équation d'Einstein, on ne la connaît que dans sa version où le contenu en masse négative est négligeable. Elle se réduit alors à l'équation d'Einstein, sans constante cosmologique. Le modèle s'appelle Janus, du dieu aux 2 visages. C'est la reformulation du modèle cosmologique des univers jumeaux. Le journaliste résume la réception, nulle, comme d'habitude. Vox clama in deserto. Entre 1994 et 2014 s'écoulent 20 années. En 2014, enfin, la percée.
Le premier article dans Astrophysics and Space Science, Negative Mass Hypothesis and the Nature of Dark Energy. Puis, à la fin du mois d'octobre, un second papier dans Modern Physics Letters A, qui étend le modèle à 2 vitesses de la lumière différentes, une pour chaque population. Ça a été publié. Mais encore faut-il que la communauté scientifique en accepte l'idée. Depuis des années, Petit essaie de convaincre l'académicien Thibaut Damour, responsable du séminaire de cosmologie à l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette, la Mecque de la science française, de le laisser présenter ses travaux. Il refuse, avec pour seul argument, vos travaux ne m'intéressent pas. Le journaliste, en somme, vous avez toujours été prêt à vous soumettre aux critiques. Petit, bien sûr. Sans cela, il n'y a pas de science possible. Mais que faire, quand on n'est même pas critiqué? Petit a tenté le coup dans Astronomy and Astrophysics, parce qu'il pouvait joindre téléphoniquement son rédacteur en chef, l'astrophysicien James Lequeux, qui habitait Paris. Lequeux a d'abord renvoyé l'article avec la phrase « Sorry, we don't publish speculative works ». Petit l'a alors appelé. Lequeux a objecté la matière sombre confirmée par les effets de lentilles. Petit a rétorqué que son environnement de masse négative produisait le même effet. Il lui a dit « Prenez un référé méchant et soumettez-lui mes travaux. Si celui-ci trouve une faille, alors j'abandonnerai. » Les échanges écrits, empreints de cordialité, ont duré 10 mois. Et ils faisaient avancer les choses. À un moment, le référé anonyme a demandé à Petit un effet qui permettrait de confirmer l'existence de ces conglomérats de masse négative au centre des grands vides. La réponse, ces conglomérats doivent dévier les rayons lumineux, constitués de photons d'énergie positive, émis par les galaxies de l'arrière-plan. Les rayons sont déviés mais au lieu d'être concentrés, la lentille gravitationnelle les fait diverger. Petit a prédit que cela réduirait la luminosité des galaxies très distantes, donc des jeunes galaxies. Et c'est ce qui a été observé, on a découvert au même moment que les galaxies très jeunes devaient être naines. Petit pense qu'elles possèdent la même masse que les autres. Et que c'est cet effet de lentille gravitationnelle négative qui réduit leur éclat. En 2013, une équipe japonaise menée par Koji Izumi a publié dans Physical Review l'observation d'une lentille gravitationnelle négative. Exactement l'effet que le modèle Janus prédisait. Mais l'article n'a pas été publié. Les échanges duraient depuis 10 mois, et Lequeux a soudain mis fin au jeu, en précisant que sa décision était irrévocable. Il a tout essayé. Mais Lequeux n'a rien voulu savoir. Et lui a écrit très sèchement. Je vous rappelle que le référé n'émet qu'un avis consultatif, et qu'en fin de compte, c'est le rédacteur en chef de la revue qui décide de l'acceptation ou du rejet. Petit croit surtout que Lequeux ne voulait pas publier du Jean-Pierre Petit dans sa revue. Les résultats qui fondent tout cela datent de 1995. Issu d'une simulation primitive menée avec 2 fois 5000 points masse, sur un ordinateur à Hambourg, au centre de calcul d'ESI parce qu'en France, Petit n'avait accès à aucun moyen de calcul. L'instabilité gravitationnelle y forme des conglomérats de masse négative qui repoussent la masse positive, la nôtre, dans ce qui reste de l'espace. Ça explique la structure lacunaire de l'univers, où notre matière se distribue selon des bulles de savon jointives. En 1992, toujours en Allemagne, avec 2 fois 5000 points, Petit avait obtenu un résultat en faisant tourner une galaxie bidimensionnelle, un confetti, dans un environnement de masse négative. Immédiatement est apparue une structure en spirale, maintenue pendant des dizaines de tours. Ce qui correspond à l'âge de l'univers, ces structures étaient pérennes, et non transitoires. Et ce résultat date de 24 ans. C'est à pleurer. Petit n'a jamais pu publier ce travail. Les papiers ont tous été renvoyés, avec le simple commentaire « Sorry, we don't publish speculative works ». Il lui fallait absolument publier quelque chose. Il a donc laissé tout cela en plan. Gilles D'Agostini a été son unique interlocuteur pendant toutes ces années. Titulaire d'un doctorat en physique des particules, il travaille sur ces simulations pendant son temps de loisir, ce que Petit trouve simplement grotesque. À la sortie du livre, Petit lance un appel aux sponsors, en garantissant des masses de résultats immédiats. Reste le dossier des trous noirs. Le modèle du trou noir a un point de départ précis. Une solution de l'équation d'Einstein, trouvée par Karl Schwarzschild. Le livre la date de 1917. Petit renvoie au papier de 1916, publié dans les Sitzungsbericht de l'Académie prussienne des sciences de Berlin. Un texte en allemand que presque personne n'a lu. Mobilisé sur le front russe, Schwarzschild est mort 4 mois plus tard, d'une infection contractée là-bas. Dans son papier,
Schwarzschild part d'une authentique distance radiale, positive par définition. Au fil du calcul, il introduit un intermédiaire de calcul 1, Hilfsgröße, dans l'original qu'il nomme R, relié à la distance radiale par R égale à la racine cube de R cube plus RS cube. Quand R est nul, cette grandeur R atteint une valeur minimale, RS, le rayon de la sphère de Schwarzschild. Ses successeurs confondent cette grandeur auxiliaire avec une distance radiale. Et explorent ce qui se passe quand elle tend vers 0. Si Schwarzschild l'avait désigné par une autre lettre, la confusion aurait été évitée. Des centaines de thèses, des milliers d'articles, ont été consacrés à cette singularité centrale. Le résultat de Petit est simple à énoncer. Le point R égale 0, considéré comme la singularité centrale, objet de toutes les attentions depuis un demi-siècle, n'appartient pas à l'hypersurface. En deçà du rayon de Schwarzschild, l'élément de longueur devient imaginaire pur. On est hors de l'espace-temps. Pas à l'intérieur du trou noir. Avec les coordonnées de Schwarzschild, la métrique est parfaitement régulière, partout. Les spécialistes invoquent l'invariant de Kretschmann, infini en R égale 0. C'est un dialogue de sourds. Ils disent qu'il a amputé l'hypersurface d'une partie. Il répond qu'ils y ont rajouté quelque chose qui n'en fait pas partie. Les spécialistes ont inventé la censure cosmique, comme si, voir, la singularité devait être interdit. Petit y voit un mécanisme de blocage mental inconscient, qui a pu aveugler les spécialistes presque un siècle. Le cosmologiste Jean Hidman résumait, quand on veut parler de trou noir, il faut laisser son bon sens au vestiaire. Quand Jean-Marc Souriau apprend que Petit travaille sur les trous noirs, il s'exclame « Ah, toi aussi tu as compris ce que pensent tous les mathématiciens, que cette idée de trou noir est une connerie. » Ces gens ont tout simplement mal interprété le résultat de Schwarzschild. En 1974, dans un colloque international d'astrophysique, Petit présente un travail basé sur une solution axisymétrique de l'équation de Vlasov. Immédiatement, une figure de l'astrophysique anglaise se lève. Cette solution est forcément fausse, car on n'en a jamais trouvé. Petit, vous ne pouvez dire cela, comme ça. Nous sommes lundi. Je vous donne mes calculs, vous les regardez. Si vous trouvez une erreur, je vous donnerai $50. Sinon, c'est vous qui me devrez $50. La salle est aux anges. Un pari en plein colloque, jamais vu. L'anglais s'éclipse avec les calculs. Et ne réapparaît qu'à la fin du colloque, le vendredi après-midi, montant par le sentier, les yeux fixés vers le sol. Les chercheurs se précipitent vers lui. Je n'ai pas trouvé d'erreur. Mais c'est quand même faux. Le journaliste, il vous a donné les $50? Mais d'où viennent ces idées? Le journaliste pose la question au public. Vous avez dit qu'une grande partie de vos recherches avait été inspirée par de mystérieuses lettres émanant de gens qui prétendaient être des extraterrestres. Confirmez-vous ou infirmez-vous ce point, aujourd'hui? Petit, si je le niais, je mentirais. Et il y a trop de mensonges dans le dossier OVNI pour en ajouter un nouveau. Petit a eu connaissance de ces lettres en 1975. Son ami Maurice Vitton, astronome, en avait récupéré une, reçue par des Espagnols en 1967. Les destinataires, des gens des classes moyennes. Les ingénieurs Raphaël Fariol et Villagrasa, le journaliste Maruanda, le commissaire de police Garrido, l'écrivain Antonio Ribra. Ils sont aujourd'hui pratiquement tous décédés. Et Petit reste l'un des rares survivants de cette affaire Humeau. La lettre contenait des éléments, pas idiots du tout. Pour encaisser de fortes accélérations, ces gens, dans leur nef, s'arrangeaient pour baigner dans un fluide exotropique, qui passe de l'état liquide à l'état solide. L'exemple le plus connu est celui des sables mouvants. Petit a été confronté au phénomène, enfant, dans l'estuaire de l'Audet, en Bretagne, à marée basse. Il marchait sur ce qui ressemblait à du sable mouillé, quand soudain il s'est enfoncé jusqu'à la taille dans une vase noire. Il s'est extrait grâce à une branche d'arbre. Ce qui avait provoqué sa fluidité, c'est le simple choc produit par mes pas. Le rapport suggérait que le changement d'état serait déclenché par un champ électromagnétique, et que les passagers, immergés dans ce fluide, encaissaient l'accélération à l'état solide. C'était astucieux et original. Et cela parlait à l'ingénieur que j'étais. L'affaire a connu une tentative de balayage. Jordan Pena, mort en 2014, a avoué avoir écrit toutes ces lettres. Pour Petit, c'est une manœuvre de désinformation, intervenue quand son intervention donnait trop d'importance au dossier. Il en a le témoignage direct. Chez Raphaël Fariol, qui ne comprenait pas l'attitude de Pena,
ce dernier l'a appelé au téléphone, devant Petit, haut-parleur. Après un échange un peu agité, Péna a dit à Fariol. « Ne t'énerve pas, Raphaël. Ce sont les humides qui m'ont demandé de dire cela. » Commentaire de Raphaël, j'ai toujours pensé que Péna pourrait avoir un grain. Maintenant, j'en suis sûr. Puis, dans les années 80, des appels téléphoniques nocturnes, de longue durée, avec cette fois des questions-réponses. C'est alors qu'il rencontre, à Madrid, le « Groupe de Madrid ». En 1988, au cours d'un dîner avec un certain Dominguez, ingénieur électricien, il entend la « démerdante » qui lui permettra de prendre pied dans ces histoires de vitesse de la lumière variable. Les rapports disaient que la vitesse de la lumière avait varié dans le passé lointain, infini au Big Bang. Petit, j'ai essayé de mettre en œuvre une loi où la vitesse de la lumière varie comme l'inverse de la taille R de l'univers, mais ça ne donne rien. Et Dominguez, je leur ai posé la question au téléphone. Et ils m'ont dit que la bonne loi était que c'est varié comme l'inverse de la racine carrée de R. Ce qui revient à R fois C au carré égale à une constante. Pendant ce même dîner, Dominguez continue ses confidences. Selon son interlocuteur, les trous noirs stellaires n'existeraient pas. Quand une étoile à neutrons reçoit un apport de matière qui la déstabilise, elle s'en débarrasserait, en la transférant dans l'univers jumeau. Les particules excédentaires, soudain repoussées, sont éjectées de l'étoile sans encombre. Petit revient en France, un peu interloqué par une idée qu'il n'a trouvée nulle part. Hawking a, lui aussi, ses doutes. Il y a plus d'1 an, il l'a exprimé à haute voix. La presse s'est emparée de ses propos. Certains ont envisagé qu'il déraisonne, comme Grothendieck, comme Jean-Pierre Petit. En avril 2016, il remet cela. Les trous noirs, pense-t-il, mèneraient vers un autre univers. Or, c'est la contradiction avec ses propres travaux. Lui et Penrose ont signé des théorèmes fondamentaux concernant les singularités. Si les trous noirs conduisent vers un autre univers, une singularité y est exclue. Et Petit, j'ai la clé de cette affaire-là. Une transformation mathématique, ou plus précisément topologique, qui fait disparaître la fichue singularité. Le journaliste, mais comment établions cette formule? Petit, eh bien justement, on n'en sait rien. Et je ne le sais même pas moi-même. Et oui, un nouveau tuyau. Pour son enquête, Martin Castello était allé voir Hawking. Vu ses difficultés de communication, le dialogue avait été des plus succincts. Professeur Hawking, connaissez-vous l'affaire Humeau? Yes. Est-ce que c'est intéressant? Yes. Voulez-vous nous en parler? No. En résumé, il faudra monter un face-à-face JP. Petit Hawking. Affaire à suivre. Reste le mur de la publication. Pour une heure passée à établir un résultat, on en perdra 100 à le publier. C'est épuisant, usant. Le seul colloque d'astrophysique et de cosmologie auquel il a pu participer au début des années 2000 se tenait à Marseille. Le thème, Where is the matter? La matière, où est-elle? Il y avait 70 bonshommes, issus de tous les pays. Petit a présenté les résultats de 1995 sur la structure à grande échelle de l'univers, lacunaire. Le président de séance a demandé s'il y avait des questions. Au bout d'un silence de plusieurs minutes, on est passé à l'affaire suivante. Il a épuisé en un coup son crédit de photocopie. 70 exemplaires d'un rapport de 70 pages, apportés tôt le matin dans 2 grosses valises à roulettes, et placés sur les tables de tous les participants. Il n'a eu aucun message. Pour ces gens, je suis le non-existant. Ce n'est pas de l'hostilité. Je ne suis simplement pas dans leur partie. Je ne joue pas avec leur jeu de cartes. Dans ce colloque, comme le résume le journaliste, Petit était un martien. En 1991, Petit décide de révéler tout cela. Qu'il parle ou non, ça ne changeait plus rien, mais surtout, un livre était sur le point de sortir. Il était chez Raphaël Fariol quand celui-ci lui a dit qu'il venait de recevoir une lettre des Humites, annonçant que 3 Français allaient publier un nouveau livre, aussi mauvais que tous les précédents, réunis. Là, ça m'interpelle. Des mois plus tôt, la journaliste Martine Castello, du Figaro Magazine, l'avait interviewé sur ce dossier. Petit la rappelle. Allô, Martine. Ce n'est pas un article que vous vous apprêtez à sortir, mais carrément un livre, que vous avez écrit avec 2 autres. Elle reste sans voix. Jean-Pierre, comment avez-vous appris cela? Ce sont les Humites qui nous l'ont dit. Le livre est déjà écrit, et est à la fabrication.
Martine rend compte à l'éditeur, Lafon, qui répond, Petit n'a qu'à préfacer l'ouvrage. Petit se rend compte que ces trois-là vont saloper cette affaire. Il décide de publier son propre livre. Il appelle le sous-directeur d'Albin Michel, ça peut se faire très vite, si l'ouvrage ne comporte pas d'illustration. Il a écrit le livre en 2 semaines. Les gens de la maison d'édition ont été rapides. Et le livre est sorti avant celui des éditions Lafon, Enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Après, ça a été le tsunami. Le best-seller. Mais le best-seller n'a pas ouvert les portes. Petit a accepté le projet de 2017 pour 2 raisons. Le journaliste est en position de tenter de franchir le barrage médiatique dont il est l'objet depuis 25 ans. Et la démarche est bénévole d'emblée. Petit travaille lui aussi pour rien, le bénéfice des ventes va intégralement à l'association UFO Science, dont il est le président, pour impulser le projet UFO Catch. Je peux envoyer un article dans n'importe laquelle de ces revues. Je ne recevrai même pas d'accusé de réception. C'est la même chose avec la grande presse. Je l'ai fait maintes fois. Petit est interdit d'écriture dans toutes les revues de vulgarisation scientifique, et dans la grande presse. Il raconte un exemple précis. En 2006, son regretté ami Malcolm N a publié dans Physical Review un article intitulé « Plus de 2 milliards de degrés ». L'article analysait une expérience menée en 2005, au laboratoire de Gerald Iona, à Sandia, Nouveau-Mexique, qui avait obtenu une température de plus de 2 milliards de degrés. Petit a fait ce qu'il a pu pour donner écho à ce résultat. Il lui fallait en particulier apporter la contradiction à des scientifiques qu'il avait mis en doute, dans des revues de vulgarisation et la grande presse. Seul le rédacteur en chef de la revue du Palais de la Découverte de Paris, d'une diffusion assez limitée, accepta de publier un article. À une réunion des revues de vulgarisation françaises, le représentant de la revue pour la science on continue à ne pas citer de nom et lui est immédiatement tombé dessus, en lui disant « Pourquoi as-tu publié un article de Petit ? Tu sais bien que nous avons pour consigne de lui interdire nos colonnes. » Ce n'est pas un cas isolé. Petit a été interdit de parole dans un colloque franco-français d'astrophysique à Montpellier, sur la dynamique galactique. Le directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris a tenté de l'interdire du séminaire de son laboratoire, à cause de ses livres ovnis. Souriau a dû insister pour que Petit puisse s'exprimer dans ce laboratoire et pas sur le sujet ovni. Le journaliste conclut en citant le surréaliste Picabia, même si c'est vrai, c'est faux. Avant de parler de la dernière ressource, il faut revenir sur un résultat que la France a laissé passer. La Z-Machine est un compresseur MHD. Une technique qui n'avait jamais donné de bons résultats depuis les années 50. Et un aspect totalement imprévu du montage, une couronne de 240 fils métalliques, agencée selon un cylindre de 5 cm de diamètre et de 5 cm de hauteur, a été concentrée en une colonne de plasma d'1,5 mm de diamètre. Le calcul et la mesure, par élargissement de Ray, ont donné une température plus de 10 fois supérieure à celle des tokamaks. À l'échelle, les tokamaks étaient arrivés à 150 millions de degrés JET, à Culham, en Angleterre, TFTR, à Princeton, aux États-Unis, en 1995. La Z-Machine les dépasse d'un facteur 10. Et l'expérience a créé, de manière imprévue, un troisième type de plasma. Le gaz d'ion y est 100 fois plus chaud que le gaz d'électron. Pour Petit, une découverte fondamentale fantastique. Des spécialistes français de la fusion contrôlée, enseignant à l'école polytechnique, avaient mis ce résultat en doute. En France, la MHD, elle, se faisait dans un garage. En 2007, une bande de jeunes voulait à toute force remonter une activité de MHD. Ils ont remonté un laboratoire dans un garage de Rochefort, avec des manips dans de l'air en basse densité. Ça n'a l'air de rien. On dirait une manie de table. Mais la pression dans ce gaz est celle qui règne à 80 km d'altitude, celle du vol hypersonique en haute altitude. L'expérience réussit au premier essai, dans le garage de Jean-Christophe Doré, à Rochefort. Le papier a été présenté en octobre 2010 au colloque de MHD de Jeju, en Corée du Sud, et publié dans Acta Physica Polonica en mars 2012. Entre l'unique expérience et l'acceptation du papier, 10 jours. Un record. Présenté dans de grands colloques internationaux, ces travaux ne suscitèrent aucun écho en France. De toute façon, les applications de cette MHD sont exclusivement militaires. Alors, ça ne nous intéresse pas. Après le FE-117A et les Lumières de Phénix, déjà raconté, la désinformation à ses autres artisans. Stephen Greer, qui dans son long film Project Sirius dénonce à grands cris le cover-up,
et prétend que le gouvernement détiendrait le secret de l'énergie du point zéro. Cette free énergie que Petit n'a jamais rien vu de concret. Alors la dernière ressource. C'est le public. L'UFO Catch est l'invention de Jean-Christophe Doré. Une caméra automatique de surveillance qui enregistre l'image de tout le ciel, grâce à un objectif fichet, couvrant près de 180 degrés. La fiche technique indique 185. La bordure circulaire de l'image représente l'horizon. Le centre, le point situé à la verticale de la caméra. Installée sur le toit d'une maison, elle se déclenche si un objet défile, de jour comme de nuit. L'histoire commence par une pie. Avant d'opter pour un objectif fichet, Doré avait utilisé un miroir convexe. Une caméra de surveillance ordinaire, disposée verticalement et pointant vers le bas, le miroir donnant l'image du reste du ciel. C'est avec ce montage un enjoliveur chromé de Volkswagen servant de miroir qu'il captura l'image de « notre premier ovni ». Une pie. Attirée par le reflet du soleil sur le miroir. Doré, véritable MacGyver, a passé ses heures de loisirs, le plus souvent la nuit, quand sa maisonnée est endormie, à optimiser le système, pour le rendre le moins cher possible. Aujourd'hui, le système représente, tout compris, moins de 100 € de fourniture. Et, à part l'optique, le reste peut être trouvé chez Monsieur Bricolage. Mais avec une seule caméra, on n'obtient que l'image du passage d'un objet sur le fond du ciel. Impossible d'en déduire l'altitude ou la vitesse, ce qui rend toujours ces preuves photographiques ou cinématographiques contestables. Avec deux caméras, on peut opérer une triangulation. Le logiciel conjugue les deux enregistrements, et donne la trajectoire, l'altitude, la vitesse, l'accélération, la véritable luminosité de l'objet. Et, en prime, son spectre. Une double détection a déjà été effectuée. La nuit du 1er mars 2016, à 1h51 du matin, deux stations UFO Catch, à La Rochelle et à Rochefort, ont capté le même objet et une étoile filante. L'analyse du spectre montre du fer, du magnésium et du calcium. Typique d'une rentrée de météorites ferriques. Les utilisateurs n'auront pas à faire de calculs compliqués. Le logiciel UFO Catch, écrit par Doré, est gratuit et téléchargeable depuis le site d'UFO Science, vigie.ufo-science.com. Les stations déjà en place détectent régulièrement des étoiles filantes, qui ne les intéressent pas. Une météorite a une trajectoire plongeante et rectiligne, à environ 7 km par seconde. Et ces données peuvent être envoyées au réseau Fripon du CNRS, qui a construit des caméras identiques, quoique sans, pour le moment, de capture spectrale. La différence est dans l'accès. Les caméras Fripon sont couplées à des ordinateurs sans clavier ni écran. La personne qui a un système Fripon sur son toit n'a pas accès aux données. Et n'est pas avertie quand une détection est opérée. L'UFO Catch, lui, est branché directement sur l'ordinateur de l'utilisateur, par une simple clé USB. Il saura immédiatement quand une détection se sera produite. Et pourra accéder aux données. Ce qui les intéresse, c'est la trajectoire exotique. Montante. Accélérations anormales. Virage à 90 degrés à pleine vitesse. Ce qui élimine le ballon sonde et la lanterne thaïlandaise. Le but est d'implanter un grand nombre de stations, en France et dans le monde. Une centaine d'unités suffirait à couvrir tout le ciel français. Les utilisateurs signalent leur détection sur le site. Et si deux d'entre eux ont capté le même objet, ils croisent leurs données, et obtiennent la trajectoire en 3 dimensions. L'association donne tous les plans, ainsi que la liste des composants. Et aucun brevet n'a été déposé sur le dispositif. Si la vente du livre rapporte assez d'argent, le dispositif sera produit en kit. Tout est une question de nombre. Petit n'a aucune idée de ce que donnera le plan. Nous essayons d'allumer un feu de forêt avec des allumettes. Le bois sera-t-il sec, ou trop humide? Par expérience, j'avoue que je suis enclin à un certain scepticisme. Mais il est catégorique. Sans vous, nos chances de percer ce mur médiatique sont nulles. Vous êtes notre seule chance. Je ne compte aucunement sur une réaction émanant du monde scientifique. Le livre se referme sur un dialogue, en guise de résumé. Là, les deux hommes ne s'adressent plus au lecteur. L'un à l'autre. Petit rappel 1977. Rappelez-vous 1977. Votre livre devenait un best-seller. Avouez que vous avez réellement cru, à cette époque-là, que les choses allaient bouger. Le livre dont il parle date de 1977. Le journaliste y avait donné de l'écho aux travaux de Petit. Il l'avoue.
Il y avait cru. Mais cette même année, le service du CNES a été créé. Le GEPAN. Il a totalement détourné l'attention. Le journaliste confesse qu'il a lui-même été incité à se retirer de la scène médiatique. Par un homme que le livre appelle seulement P. P avait une phrase. Plus vous serez discret, plus on pourra vous aider. On a vu ce que ça a donné, répond Petit. Il a fallu des années pour comprendre en quoi consistait cette aide. Sur le moment, on ne pouvait pas savoir ce qui se cachait derrière. Aujourd'hui, dit-il, on ne pourra pas nous refaire le coup. Quels que soient les risques, je me battrai. Moi aussi, dit Petit. La dernière chance, c'est d'échapper à cette chape de mensonges. Et tout dépend du public. Je ne sais pas si ce plan UFO Catch réussira. Tout dépendra de l'argent qui pourra être récupéré par la vente de ce livre, et des dons que nous pourrons collecter. L'ensemble, intégralement versé au compte de l'association UFO Science, qui gérera cet argent. Et puis la phrase de clôture. Petit s'adresse à son interlocuteur, directement. Mais une chose est sûre. Vous êtes né en 1941, moi en 1937. Si nous ne faisons rien, dans 10 ou 15 ans, vous et moi, nous serons très probablement morts. Mais le service du CNES continuera d'exister, avec un 10e ou 12e responsable, en récoltant des procès-verbaux de gendarmerie. Il n'y a pas de pathos dans cette phrase. C'est un calcul. Deux hommes qui savent qu'ils ne seront plus la nomment ce qui survivra. Pas la vérité. Mais le service qui récolte les procès-verbaux. Un 10e ou 12e responsable. La machine continue, indifférente. Si rien n'est fait, la mort des deux hommes ne changera pas une seule ligne de l'institution. C'est pour ça que la caméra compte. Depuis 40 ans, le fil est le même. En 1975, un physicien comprend que le silence des ovnis est un problème de magnétohydrodynamique. Que l'onde de choc peut être annihilée par un champ. Et que les institutions françaises lui demandent d'éplucher des patates. Il refuse. Les équations qui grandissent sur ce refus, c'est ce qu'il appelle Janus, l'univers aux deux visages. L'énergie noire comme une matière négative qui tombe vers le haut. Les galaxies tenues par un corset invisible. Les trous noirs sans singularité. Et le premier souffle de cet univers jumeau, c'était Humo. Ces lettres et ces textes du milieu des années 70, qui soufflaient une autre vitesse de la lumière, une inversion de masse, un univers en interaction avec son image dans le miroir du temps. Janus, c'est ce qu'Humo avait suggéré. Écrit dans un langage que certaines revues ont fini par accepter. Le dernier maillon du fil n'est pas une équation. C'est une caméra. L'UFO Catch, c'est la preuve civile. Pas le témoignage d'un seul homme, qu'on peut ranger au rêve ou à l'erreur. Mais les données d'un réseau de toits. N'importe quel citoyen peut monter un objectif fiché sur son toit, pour moins de 100 €, sans brevet, avec des plans publics. Une seule caméra ne prouve rien. Deux caméras triangulent. Altitude, vitesse, accélération, spectre. La trajectoire plongeante d'une météorite part au fripon, le réseau du CNRS. Les trajectoires qui montent, qui virent à angle droit, qui accélèrent comme aucun ballon, restent. Ce n'est plus le mot d'un homme. C'est le croisement de deux enregistrements, faits par deux gens qui ne se connaissent pas. L'institution qui récolte des procès-verbaux de gendarmerie depuis 40 ans peut écarter un témoin. Elle ne peut pas écarter une triangulation. C'est tout le pari. Remettre le ciel entre les mains du public. Pour que la vérité ne soit plus la propriété de ceux qui disent « plus vous serez discret, plus on pourra vous aider ». Petit est sceptique. Il a vu le mur trop longtemps. Il dit essayer d'allumer un feu de forêt avec des allumettes, et ne pas savoir si le bois est sec. Mais il le dit net. Sans le public, les chances de percer le mur médiatique sont nulles. Il ne compte aucunement sur une réaction du monde scientifique. Alors le livre finit là où il avait commencé. Mais à l'envers. Il avait commencé par un physicien qui refusait d'éplucher des patates. Et par un journaliste à qui on avait dit d'être discret. Il finit par un appel à tous, d'être visible. Monter une caméra. Signaler une détection. Croiser les données. Le ciel, qui était une métaphore de l'impossible, de la dernière ligne de défense, de la science officielle, devient un terrain d'expérience. Il n'est plus une métaphore. C'est un lieu où n'importe qui peut, ce soir, avec un objectif fiché et une clé USB, vérifier s'il y a quelque chose qui passe.
Si le ciel est vide, on le saura. Et si quelque chose y trace une courbe qu'aucune pierre filante n'imite, la preuve n'appartiendra plus aux deux hommes nés en 1941 et en 1937. Elle appartiendra au toit.